Écoutez bien, car ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas pour les âmes sensibles. Bienvenue dans l'ombre des récits réels, là où le mystère se tisse dans les trames du quotidien. Pour cette première histoire, nous allons vous demander de fermer les yeux et de vous replonger en enfance. Noël arrive à grands pas et vous n'avez qu'une hâte, être régalé par le Père Noël. Pourtant, cette première histoire que vous vous apprêtez à entendre va peut-être vous amener à réfléchir à deux fois avant d'ouvrir vos cadeaux. Alors maintenant, laissez-vous embouter et on est parti pour cette première histoire. Bon, ce soir, pour cette première histoire d'horreur, on va se plonger dans ce récit de Noël un peu hors du commun. Petite mise en contexte, nous sommes dans une petite ville discrète où vit une famille tranquille. Et cette histoire se déroule un soir de Noël alors que Léa est en réunion de famille avec ses cousins. Et dans tout ce clan, il y a d'abord la plus âgée, qu'on appellera Sophie et qui a 15 ans. Ensuite, la sœur du milieu, Camille, qui a 14 ans. Et ensuite Lisa, la sœur jumelle de Sophie, qui a donc par définition également 15 ans. Du côté des garçons, il y a le grand frère Maxime, 14 ans, le petit frère Théo, 12 ans, et un cousin présent pour toutes les fêtes, qu'on appellera Samir, et qui a 12 ans également. Et enfin, pour finir, et je vous promets, il n'y en a pas d'autre, il y a la petite dernière de la troupe, Léa, qui nous raconte son histoire ce soir, et qui à l'époque n'a que 7 ans. L'ambiance est super bonne, et bien entendu, tout le monde attend un fameux moment, celui du déballage des cadeaux. Et alors que la soirée se passe tranquillement, le moment fatidique arrive enfin. Tous les enfants sont hyper contents, les paquets cadeaux sont arrachés dans tous les sens, tous les cadeaux volent à travers la pièce. Et parmi cette multitude de jouets, il y a un cadeau en particulier qui va retenir l'attention des enfants, une paire de talkie-walkies. Vous pouvez imaginer le niveau d'excitation qui grimpe en flèche et très vite c'est le brouhaha total. Bien sûr, les enfants ne peuvent pas attendre, ils décident de tester ces petits gadgets à l'extérieur comme le font les grands. Et il faut savoir que la ville dans laquelle ils se trouvent a un parc assez sympa situé à peine 5 minutes de marche de chez eux. Vraiment le genre d'endroit idéal pour cette petite aventure. La team se rend donc au parc en effectif complet et ils forment très vite deux équipes avec les talkie-walkies. Le premier groupe est composé de Sophie, de Camille, de Lisa, de Théo et de Léa d'un côté et de l'autre il y a Maxime et Samir. Et vous qui écoutez l'histoire, à votre avis, quelle est l'idée? Évidemment de se cacher dans les bois et de s'appeler avec les talkie-walkies. Bon, normalement, à ce stade de l'histoire, vous commencez à sentir la mauvaise idée. Bref, quelques minutes passent et ça y est, les équipes sont en place. Léa, qui, on vous le rappelle, n'a que 7 ans, est toute contente, elle est avec sa famille en train de faire une activité assez hors du commun pour elle. Mais au bout de quelques minutes, Maxime et Samir reviennent en mode grosse panique. Et quelques instants plus tard, Sophie se dirige également vers Léa et lui propose de remonter à la maison en lui disant qu'il y a du gâteau qui les attend. Ils remontent donc tous en 4e vitesse. Léa ne comprend rien à ce qu'il se passe, pour elle à ce moment-là et jusqu'à très récemment, ils étaient tous remontés aussi vite par peur que le gâteau soit froid. Mais la vraie histoire, celle que Léa a appris seulement l'année dernière, est bien plus flippante. Et pour ça, on doit se replonger cette fameuse soirée-là, alors que Léa et toute sa famille sont en pleine nuit dans les bois. Reprenons au moment où les deux équipes sont postées, prêtes à jouer à cache-cache. Juste avant que la partie ne commence, Léa est un peu en retrait. Elle discute tranquillement avec sa grande sœur alors qu'elles sont toutes les deux un peu à l'écart avec des talkie-walkies. Pendant ce temps, le reste de l'équipe essaye de communiquer avec l'autre partie du groupe cachée un peu plus loin. Et soudain, Sophie, Camille et Théo entendent des voix sortir du talkie-walkie. Mais à ce moment, ils ne reconnaissent pas la voix et ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se dire. À ce moment-là, Sophie s'agace, elle se dit que sa famille n'avait pas vraiment compris les règles ou alors qu'ils n'étaient juste pas prêts à se cacher. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout ça. Parce que c'est pendant 5 longues minutes que l'autre talkie-walkie va rester muet. Un temps très long pendant lesquels l'équipe de Léa est toute seule, complètement isolée dans cette forêt en pleine nuit. L'autre équipe ne répond plus du tout. Tout ce qu'ils entendent, c'est le bruit terrifiant du vent qui parcourt les arbres. Et là, d'un coup, le talkie-walkie s'allume. Mais ce n'est ni la voix de Samir, ni la voix de Maxime qu'ils entendent de l'autre côté. Cette voix, c'est celle d'un vieil homme qui dit « Les enfants, je vous vois. Venez chez moi, il y a des cadeaux et des bonbons. » Un grand froid s'installe dans toute l'équipe. Plus personne ne parle, tout le monde est complètement terrorisé. Sophie fait signe à Théo de distraire Léa avec son téléphone pendant que les autres appellent Maxime et Samir pour qu'ils reviennent le plus vite possible. Heureusement, les deux garçons, tout aussi flippés, ne tardent pas à revenir. Et une fois que tout le monde est enfin réuni, Sophie dirige le groupe d'enfants pour rentrer à la maison. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car c'est que sur le chemin qu'elle va voir une chose qui va la terroriser.
Au départ, elle remarque que juste à côté, il y a une grande maison avec une grande baie vitrée qui est ouverte. Et en jetant un œil autour d'elle, elle aperçoit un homme caché dans un buisson à une 50aine de mètres en train de les observer. Cet homme n'est clairement pas là par hasard, il est vraiment en train de se faire discret pour ne pas être repéré. Et bien entendu, Sophie est la seule à le voir. Complètement paniquée, elle garde tout de même son sang-froid car la dernière chose qu'elle veut, c'est que l'homme ait compris qu'il était repéré. Tout calmement, Sophie se retourne donc et c'est là qu'elle dit à Léa qu'il y a du gâteau qui les attend. Et vous l'aurez compris, c'est ainsi que tous les enfants, sans être réellement conscients du danger qui les guette, rentrent à la maison. Bien entendu, Léa est complètement choquée en apprenant la vérité sur cette histoire. Et étant bien plus âgée maintenant, elle réalise à quel point elle était loin de se rendre compte de ce qui se passait vraiment ce jour-là. Et d'ailleurs, tous ses autres cousins n'étaient pas non plus au courant pour l'homme dans le buisson. Alors, est-ce que c'est lui qui avait parlé dans le talkie? Est-ce que c'est lui qui habitait dans la fameuse maison ouverte que Sophie a vue? On ne le saura sans doute jamais, mais ce qui est sûr, c'est que depuis, ils n'ont jamais retenté de jouer à cache-cache en pleine forêt et surtout en pleine nuit. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième histoire et nous allons parler de Lara. Il y a 3 ans, à l'époque où elle avait 12 ans, une expérience terrifiante a secoué la vie de Lara. Il faut savoir qu'elle habite dans une maison ordinaire avec ses parents et sa grande sœur de 16 ans. Mais déjà, avant de nous raconter son récit, elle nous dit qu'il y a 2 semaines avant le drame, une histoire très étrange est arrivée à des voisins à eux. En pleine nuit, leur fille s'est rendu compte qu'un homme s'était introduit chez eux. Complètement paniquée, elle a averti ses parents qui ont tout de suite appelé la police. Cette histoire a fait le tour du quartier et a instauré un petit climat de terreur, mais ça n'a pas du tout inquiété la famille de Lara. Dans sa famille, il n'y a que la grande sœur de Lara qui, elle, pour le coup, a vraiment été impactée. Mais bref, pour en revenir à notre histoire, la première chose que Lara commence à nous décrire, c'est leur maison. Parce que oui, elle a quelques particularités. La serrure de la porte-fenêtre de la salle à manger est ultra capricieuse. Et en plus de ça, il faut savoir qu'elle ne se verrouille que de l'intérieur. Ça n'inquiète pas vraiment la famille de Lara, mais tout de même pour pallier à ça, il ferme régulièrement les volets. Et le soir en question arrive enfin. Vers 20h30, la mère de Lara est chez leur tante et sa grande sœur passe la nuit chez une copine. Il ne reste donc que Lara et son père à la maison et ils regardent un match de la Ligue des Champions. Avant de partir chercher des pizzas, le père demande à Lara de sortir les poubelles, même si elle a légèrement la flemme, bien entendu elle accepte. Et c'est là que dehors, dans l'obscurité, Lara déplace la poubelle sur le trottoir, mais lorsqu'elle se retourne, elle aperçoit un homme sous un lampadaire à environ 20 mètres. Tout vêtu de noir, avec une capuche dissimulant son visage, il fait vraiment peur à Lara. D'ailleurs, elle remarque également qu'il y a quelque chose qui dépasse de sa poche, mais il est trop loin, elle n'arrive pas à voir ce que c'est. En tout cas, ça suffit largement pour qu'elle rentre chez elle, ni une ni deux. Et au moment où elle rentre, son père s'apprête à sortir pour chercher les pizzas. Lara, qui a un très mauvais feeling, tente de l'en dissuader, ne voulant pas être laissée seule à la maison. Mais bon, ne comprenant pas son avertissement, le père de Lara la rassure et décide de partir quand même. 10 minutes après le départ de son père, Lara essaie de se rassurer en se disant que tout va bien en regardant des vidéos YouTube. Et alors qu'elle regarde tranquillement sa vidéo à l'étage, elle entend d'un coup des bruits de pas et un bruit sourd comme un meuble qui tombe. Sophie, sur le coup, se dit que c'est certainement son père qui est tombé ou quelque chose du genre. Elle descend donc à toute vitesse les escaliers pour voir s'il va bien. Et là, alors qu'elle s'y attendait à tout sauf à ça, elle tombe face à face avec un homme sur la terrasse à seulement quelques mètres d'elle. Il se trouve juste derrière la fameuse porte d'entrée capricieuse dont on parlait au début de l'histoire. Cet homme, elle le reconnaît tout de suite. C'est l'inconnu qui était dehors quand elle sortait les poubelles. Mais cette fois, il y a une grande différence. Cette fois, il n'a plus sa capuche et il ne cache plus son visage. La première chose qui la frappe, c'est qu'il a une grande cicatrice sur l'œil gauche. Complètement pétrifiée, Lara descend son regard et c'est là qu'elle le voit. L'homme tient dans sa main un grand couteau de boucher. Ses pensées défilent à 1000 à l'heure. Elle se demande si son père avait réussi à fermer la porte qui les sépare. Elle se demande si l'homme va rentrer facilement ou s'il va devoir l'enfoncer. Elle pense bien entendu à courir à l'étage, mais en même temps elle se dit que c'est peine perdue. L'homme va de toute façon la rattraper. Et c'est pile poil à ce moment-là que d'un coup, l'homme se jette sur la poignée et heureusement, la porte est verrouillée. À ce moment-là, Lara décide de prendre son courage à deux mains et de jouer le tout pour le tout. Elle commence à crier à l'homme qu'elle avait appelé la police dès qu'elle l'avait vu dehors et donc qu'il devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais malheureusement, ça ne calme pas du tout l'homme, au contraire. Il se met à avoir un rire glacial sur le visage, il essaye d'enfoncer la porte de toutes ses forces. Voyant que sa stratégie n'a pas marché, Lara se pétrifie.
Elle se dit que l'homme va forcément réussir à entrer, elle ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'il va lui faire lorsqu'il va y arriver. Et au moment quasiment exact où la porte semble céder, un bruit provient de derrière lui. Ce bruit ne vient donc pas de la porte qui sépare l'homme de Lara, mais bien de la porte d'entrée. C'est en fait son père qui vient de rentrer avec des pizzas. Surpris par l'arrivée de celui-ci, l'homme se jette dans le jardin et s'enfuit à toute vitesse. Le père, choqué, demande des explications à Lara, et après lui avoir tout expliqué et après avoir fait le tour de la maison, le père et sa fille comprennent que le bruisseau entendu plus tôt était celui de cet homme défonçant la porte du garage pour accéder au jardin. Le soir même, après avoir partagé l'histoire avec la police, Sophie et son père passent la nuit chez la tante et rejoignent donc la mère. Et cette histoire a été tellement traumatisante pour Lara que dès le lendemain, ils prennent la décision de déménager. Malheureusement, l'affaire est classée sans suite et l'homme ne fut jamais retrouvé par la police. Et depuis cette fameuse nuit, Lara n'arrive pas à passer une nuit sans penser à cet homme qui l'avait regardé dans les yeux, un couteau à la main. Cette troisième et dernière histoire se passe il y a 2 ans dans un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble. Petite mise en contexte, l'appartement possède une petite cour qui est complètement isolée de la rue par une haie dense et se situe juste à côté d'un commissariat. Un commissariat qui d'ailleurs va être très pratique pour le locataire Vincent qui nous raconte son histoire ce soir. Parce que oui, pour lui la sécurité c'est hyper important. Il a par exemple un toc, à chaque fois qu'il sort de chez lui, il est obligé de vérifier à 3 reprises au moins que sa porte est bien fermée. Surtout que justement, il n'est pas du tout aidé parce que la poignée de sa porte d'entrée est vraiment capricieuse. En tant que poignée de porte vraiment super chiante, elle exige une manipulation précise pour se verrouiller, bref c'est vraiment pas facile. Et maintenant qu'on connaît tous un peu mieux Vincent, laissons place à son histoire. Un soir, il rentre chez lui un peu plus tôt de son travail. Vincent est vraiment refait, il a mal dormi la veille, il ne pense donc qu'à une seule chose, rentrer et dormir. Mais en arrivant chez lui, il constate une première chose étrange. La poignée n'est pas dans la position habituelle, bien que la porte soit fermée et que rien ne semble avoir été perturbé à l'intérieur. Bon, il ne comprend pas trop, mais il attribue ce détail à un manque d'attention de sa part et continue sa soirée tranquillement entre une bonne douche et quelques épisodes de Netflix. Mais comme on vous l'a dit, Vincent est ce soir méga crevé. Il ne tarde donc pas du tout avant de s'enfoncer dans sa couette et plonger dans le pays des rêves. Ou alors devrait-on plutôt dire celui des cauchemars. Parce que oui, fermez les yeux et plongeons-nous dans ce dernier. Dans son cauchemar, Vincent se voit enfant dans la porte de son actuel appartement. Et de là où il est en train de fixer le couloir menant à sa chambre. Son lui plus jeune lui répète inlassablement qu'une présence approche. Et quand la présence atteint le jeune enfant, celui-ci se tourne brusquement, pointe du doigt le rideau et hurle. Trop tard, il est là. Et là, c'est le sursaut. Vincent se réveille brutalement à ce moment-là en hurlant de toutes ses forces et complètement en sueur. Totalement angoissé, il se réveille et se dirige vers la salle de bain pour se mettre un peu d'eau sur le visage. La vision du cauchemar est encore fraîche et encore trop crue dans son esprit. Après s'être débarbouillé et en buvant un verre d'eau, son regard est attiré par le rideau et là, son cœur manque un battement. Il en est sûr et certain, des chaussures dépassent du rideau et dans le reflet des vitres, il perçoit une silhouette d'un homme. Vincent est complètement abasourdi, c'est tellement gros, ça paraît tellement irréel qu'il ne sait justement pas si ce qu'il voit est réel ou s'il est encore en plein cauchemar. Mais non, après s'être frotté des yeux, pas de doute, c'est bel et bien réel. Son téléphone est resté dans sa chambre, mais l'instinct lui dicte de ne pas détourner les yeux de cet intrus. Vincent reprend ses esprits et ses réflexes les plus primitifs, il décide d'attraper un couteau de cuisine qui se trouve sur une table juste à côté de lui. Arme à la main, il avance prudemment vers le rideau, mais malheureusement, d'un coup, le son de son téléphone présent dans sa chambre retentit. Pendant exactement une demi-seconde, Vincent tourne le regard vers sa chambre et c'est exactement pendant ce court instant, cette courte fenêtre, que l'homme en profite pour bondir sur lui. La lutte s'engage, les deux hommes chutent au sol, le couteau s'échappe des mains de Vincent et alors que ce dernier fait de son mieux pour se relever, il sent une vive douleur à l'épaule. Mais en plein dans l'action, l'adrénaline l'empêche de sentir pleinement la douleur et heureusement, car après quelques secondes qui lui semblent paraître une éternité, Vincent arrive enfin à se dégager, sort de chez lui et dévale dans la cour en passant à travers la haie. C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à ressentir la douleur, mais encore une fois, il n'y prête pas attention, il est beaucoup trop tôt et il n'est pas encore tiré d'affaire. Heureusement, un bon voisin a entendu les cris et tout le vacarme dans son appartement et il a donc appelé la police. La patrouille intervient rapidement et retrouve Vincent dans la rue blessé à l'épaule.
Quelques minutes après, la première patrouille est rejointe par une autre voiture de police qui arrive rapidement à l'appartement de Vincent et lorsqu'il pénètre dans l'appartement, il maîtrise sans difficulté l'individu. Et lorsque Vincent peut enfin voir de qui il s'agit, il est complètement choqué. Parce qu'il connaît très bien ce visage, il s'agit ni plus ni moins que du gardien d'immeuble. Plus tard, Vincent va apprendre d'autres détails vraiment super glauques parce que l'homme va avouer que très régulièrement, il entrait avec le double des clés dans les appartements des locataires. Mais ce jour-là, Vincent est rentré plus tôt du boulot et c'est pourquoi le gardien s'est caché chez lui, ne pouvant plus sortir. Et donc, bien évidemment, le résultat de cette nuit cauchemardesque fait qu'il y a eu un déménagement précipité pour Vincent qui n'a absolument pas voulu rester ici. Le gardien a également été condamné à une peine assez lourde car en plus de l'intrusion, il a poignardé Vincent dans son propre appartement, lui laissant une cicatrice à l'épaule et un traumatisme persistant également. Bref, lorsque Vincent nous raconte son récit et son périple, il nous dit que cette histoire lui restera dans la tête et qu'il s'en rappellera tous les jours car ce soir-là, son cauchemar lui a peut-être sauvé la vie. Ok, on est de retour dans la safe place. Pour une fois, c'est moi qui le dis, c'est pas Kratos, parce que j'ai remarqué, c'est toujours lui qui dit ça dans les conclusions. En tout cas, nous revoilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 histoires, parce qu'elles étaient quand même assez flippantes en vrai. Très honnêtement, on prend de plus en plus de plaisir à vous raconter des histoires. C'est assez bizarre de vous dire ça, parce que dans tout projet, comme dans les chaînes YouTube, lorsqu'on fait plusieurs fois, plusieurs épisodes d'un même concept, parfois certaines personnes peuvent se lasser, mais pour être tout à fait honnête avec vous, nous on a un peu un regain de motivation, surtout avec les nouvelles intros qu'on fait. On est vraiment super content de comment ça rend, et apparemment vous appréciez aussi, donc merci pour toute la force que vous nous envoyez, et nous on va continuer à faire de mieux en mieux, parce que c'est ça qui vous plaît, et c'est ça qui nous plaît également. Surtout que Kratos et moi, on a prévu de faire pas mal de changements dans nos vies là. Des gros changements, ouais. C'est clair, histoire de consacrer plus de temps à YouTube pour faire du contenu plus qualitatif, plus varié sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, que tous les réseaux qui sont là en fait, hein, Instagram, YouTube, etc. Ça. Exactement. Très fort. Et donc voilà, si vous voulez nous soutenir dans cette période de transition qui est très importante pour nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et en plus de ça, évidemment, vous ne manquerez plus aucune vidéo et on vous le dit vraiment, ces prochains temps, on vous donne pas trop de dates, mais vous inquiétez pas, si on se compte plutôt en semaines qu'en mois. On va essayer de produire du contenu bien plus qualitatif et surtout de faire des concepts de plus en plus variés et des petites surprises, mais on vous en dit pas plus. Vraiment, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'être tenu au courant. Et également de liker la vidéo si ça vous a plu, évidemment, ça nous aide énormément pour le référencement, etc. Et vraiment, on essaiera de vous le rendre du mieux qu'on peut. Merci à tous les nouveaux qui nous rejoignent, bien entendu, et bienvenue à vous. On espère que vous allez vous amuser sur cette belle chaîne YouTube. En tout cas, nous, on s'amuse de plus en plus. C'était Kratos et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et vous êtes des grands oufs. Merci pour tout. Et passez une excellente soirée ou une excellente nuit. Et c'est une fin de tournage. Okay. 1, 2, 3, et tu go. T'as pas d'inspiration dans 10 secondes, c'est moi qui le fais, je te dis direct. Vas-y. 1, 2, 3, improvisation. Allez, un peu. Attends, on refait le 1, 2, 3 et après. 1, 2, 3, improvisation. Alors. Le robot là. Alors. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Ok.